Aujourd'hui, le thème abordé est les conséquences de l'impécuniosité en matière d'arbitrage. Et nous sommes très honorés que le professeur Maximin de Fontmichel présentera ce sujet très intéressant et prospectif. En effet, Maximin de Fontmichel est professeur de droit privé à l'Université de Paris-Saclay. Il enseigne notamment le droit des contrats, le droit judiciaire privé et le droit de l'arbitrage. Surtout, il dirige le prestigieux MASI, Master Arbitrage et Commerce International, et le certificat de l'université pratique de l'arbitrage CUPA. Il est associé fondateur de Fontmichel Arbitration and Resolution. Il intervient régulièrement en tant qu'arbitre et expert dans les contentieux internes et internationaux. Il est diplômé de l'université de Versailles, doctorat de droit privé. Il est également diplômé de l'université de McGill et des universités Panthéon-Sorbonne Paris 1 et Complutense de Madrid. Il fut visiting scholar à la Columbia University de New York et il est auteur de nombreuses publications tant nationales qu'internationales et des conférences, ainsi qu'est auteur d'un livre intitulé Le faible et l'arbitrage et co-auteur du livre Code de l'arbitrage commenté avec le professeur Thomas Clé. Enfin, du coup, quelques points pratiques on a vu déjà. Avant de pouvoir donner la parole à Maximin, il y aura un temps réservé à la fin de la présentation pour poser des questions, soit dans le Zoom chat, soit en présentiel. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci au CMAP pour cette invitation. Merci donc à Sophie Henry, à Stéphanie Papazoglou, à Louise Danicourt de m'avoir convié à traiter un sujet qui me tient à cœur, ça c'est vrai. J'en parle. Alors c'est un peu un challenge pour moi parce que comme j'en parle souvent, il va falloir que je trouve voilà, des nouveautés, peut-être des choses que certains qui sont à distance ou en présence n'ont pas encore entendues. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Mais il y a toujours des choses à dire sur ce sujet de l'impécuniosité et de l'arbitrage. Alors, lorsque je traite ce sujet, qui est un sujet que je traite depuis 2011, enfin même 2008, le début de ma thèse, 2007-2008, je me suis toujours efforcé d'avoir en tête, à l'esprit, une phrase de Paul Valéry qui dit quelque chose que je trouve très vrai, mais qui finalement est très vrai dans tous les domaines. C'est que ce qui est simple est toujours faux, ce qui ne l'est pas est inutilisable. Donc, la question de l'impécuniosité, il ne faut pas trop la simplifier parce qu'on va aller vers des fausses pistes ou on va faire des généralités qui ne se prêtent pas à cette question. En revanche, il ne faut pas trop non plus la complexifier parce qu'on peut aller très loin dans les subtilités, la hiérarchie des sources, etc. Donc, je vais essayer de trouver un équilibre, comme d'ailleurs l'a fait récemment la Cour de cassation, et c'était, je pense, l'objet de cette invitation du CMAP, c'était pour parler de deux grandes affaires de jurisprudence française de 2022, qui a prouvé, selon moi, d'autres auteurs ont été plus critiques, à juste titre d'ailleurs, mais selon moi, c'est un bel équilibre trouvé dans cette question de l'accès à la justice arbitrale, le défaut de paiement des provisions, lorsque une partie manque de capacité financière pour accéder à l'arbitrage. Alors justement, juste quelques points de délimitation du sujet. L'idée après, c'est de laisser le plus grand temps possible aux questions, à la discussion, voilà, peut-être à explorer d'autres pistes ou des partages d'expériences que vous avez dans vos domaines respectifs. Mais d'abord, quelques points de définition ou de délimitation là, du débat de ce matin sur les 40 minutes de présentation et ensuite du débat qu'on va poser par la suite. L'impécunieux, alors moi je l'ai défini dans ma thèse de doctorat qui a été gentiment citée en présentation comme quelque chose finalement d'assez simple, c'est le manque de capacité financière d'une partie de recourir à l'arbitrage. Donc, c'est une définition qui m'a donné du temps finalement à façonner. Pourquoi? Parce que en fait, l'impécuniosité, il fallait savoir si c'était seulement celle d'une partie ou il fallait aller sur évidemment le manque d'argent du centre d'arbitrage, c'est possible, le manque d'argent des arbitres, c'était aussi une éventualité. Donc, pour moi, l'impécuniosité, c'est celle de la partie. Donc, on parle bien d'une seule chose, c'est une partie qui fait défaut. Et puis, j'ai choisi aussi le terme de recours à l'arbitrage, c'est l'incapacité financière de recourir à l'arbitrage de manière très générale, parce qu'en fait, l'impécuniosité d'une partie peut intervenir à différents moments. Elle peut intervenir dès le début, au seuil de l'instance.
Voilà. Alors là, c'est le cas pratique qu'on va discuter aujourd'hui, qui est le plus, selon moi, hein, vu en pratique, qui a des conséquences importantes sur la manière de fonctionner d'un tribunal, sur la manière de fonctionner d'un centre. Donc, c'est celle qui paralyse, dès le seuil de l'instance, la procédure arbitrale. Alors, on peut éventuellement aussi parler d'une impécuniosité en cours d'instance, c'est-à-dire que les paiements sont faits, mais par un jeu de demandes additionnelles, demandes incidentes, intervention de tiers, le tribunal arbitral ou le centre fait un nouvel appel à provision, et puis là, la partie dit non, moi je peux plus. Alors, c'est plus rare que là, ça paralyse l'instance, selon mon expérience. Là, je parle dans ces situations-là, de ce que j'ai vu en pratique, le tribunal va continuer. Alors, il se peut qu'il ensuite, tant qu'il n'a pas eu ce complément d'honoraires ou ce complément de paiement pour le centre, qu'il retienne la sentence. Bon, ça, c'est possible. Je l'écarte pour le moment du débat. On pourra en discuter dans le moment de partage si vous le souhaitez. Et puis, il y a un troisième temps de l'impécuniosité d'une partie. Eh bien, c'est celle où tout s'est bien passé, il y a une sentence, et puis au moment d'exécuter la sentence, la partie n'a plus d'argent pour payer ce qu'elle doit. Alors là, on n'est plus dans le problème vraiment de l'arbitrage. On est dans un problème de recouvrement et d'exécution de toute décision de justice. Donc ça, je le mets de côté. Alors c'est vrai que ça peut intervenir et que ça peut donner lieu à beaucoup de débats au stade de l'exécution, et l'arbitrage en connaît de plus en plus finalement de ces contentieux autour de l'exécution. Mais ça, je le laisserai de côté aujourd'hui. Alors évidemment, si on voulait en parler, on peut en discuter, mais je ne pense pas que ça soit le propos de ce matin. Dernière petite chose sur la définition, l'impécuniosité, c'est une notion qui n'a finalement aucun contenu juridique, contrairement à l'insolvable. L'insolvable, ça on sait, c'est une situation de cessation de paiement, c'est encadré par différents codes, et notamment le code de commerce. Et puis, on sait qu'il y a des procédures collectives qui sont juridiquement, légalement établies pour aider cet insolvable, alors qu'il soit au stade de la sauvegarde, du redressement, de la liquidation. Mais là, on est sur quelque chose de très balisé juridiquement. L'impécunieux, c'est celui qui, simplement, n'a pas assez d'argent pour payer les frais de provision de l'arbitrage. Donc, c'est consubstantiel au défaut de paiement de provision, à l'accès à la justice arbitrale. Mais ensuite, va se poser la question, et ça sera un des débats aujourd'hui, comment le tribunal arbitral gère la preuve de l'impécuniosité. Comment il doit faire lorsque il y a une partie qui dit « je ne peux pas vous payer, s'il vous plaît, mettez fin à l'instance ou trouvez-moi des remèdes, sinon je vais devant le juge étatique ». Donc voilà pour le débat. On va principalement se fonder sur l'impécunieux d'une partie au stade du début de l'instance qui bloque. Deux situations pratiques. Donc, on a essayé de mettre en lumière des coups de projecteur ce matin. La première, c'est lorsque le demandeur est en incapacité financière de payer sa part de provision. Et que, finalement, le défendeur, lui, est passif. Il dit, bon, moi, je ne vais pas me payer pour me faire attaquer, je vais me tirer une balle dans le pied, donc je reste passif. Ça, c'est la première situation. C'est celle qu'a traité l'affaire CPP Le Mans, du 28 septembre 2022, et qui, selon moi, est une bonne solution. Et vous allez voir pourquoi. Je vais très rapidement, à chaque fois, présenter la solution juridique et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire en pratique, parce que ça, les juges de la Cour de cassation se sont gardés de dire quelles sont les solutions, les remèdes. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Deuxième situation, le demandeur paye sa part de provision, mais le défendeur ne paye pas. Et le demandeur est dans l'incapacité de couvrir la totalité des frais de provision. Parce que là, je vais tout de suite écarter une hypothèse pratique qui se fait, que ce soit dans un centre d'arbitrage ou parfois en ad hoc, c'est que lorsque le défendeur ne paye pas, c'est le demandeur qui va avancer la totalité. Voilà. Mais il y a des situations où ce n'est pas possible. Et ça, c'est l'affaire Tagliapo du 9 février 2022. Ce n'est pas possible où le défendeur ne veut pas. Alors ça, il y a un débat là-dessus. On va y pouvoir jouer là-dessus parce que c'est quand même un point important. Autre propos introductif avant d'aller dans ces deux hypothèses pratiques. Le débat sur l'impécuniosité et sur le défaut de paiement de provision et de l'accès à la justice arbitrale, vous allez voir, il y a des débats techniques, il y a des questions juridiques qui se posent, mais au-delà, c'est fondamentalement un débat
qui pose la question ontologique de qu'est-ce que l'arbitrage et qui nous sommes en tant qu'arbitre. Alors, ça peut vous paraître théorique, mais d'une expérience maintenant, j'en suis à mon maintenant 4e, mais je ne vais pas en parler de celui-là, de tribunal arbitral en cours, où il y a eu ces problèmes d'impécuniosité. Finalement, c'est fondamental, cette question théorique, selon la perception que l'on a. Soit on se considère comme des prestataires de services à titre onéreux, et c'est valable, hein. Il faut se garder de tout jugement parce que chaque profil d'arbitre est différent, on arrive avec des expériences différentes, mais soit on considère que c'est un marché du droit, nous sommes des prestataires de services à titre onéreux, et cette vision-là aura des conséquences sur les débats et les discussions entre arbitres et avec les parties. Soit on considère qu'on est quelque chose un peu plus que des prestataires de services. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va travailler gratuitement. Ça, je le laisse de côté, cette théorie-là. Elle est belle, mais voilà, elle est un peu naïve. Donc, je la laisse de côté. Soit on considère qu'on est un statut un peu hybride, à la fois prestataire de services, mais quelque chose de plus. On a une mission de justice. On a un office juridictionnel qui nous oblige parfois à s'asseoir sur la totalité des honoraires qui seraient dus. Et vous allez voir qu'en fonction du choix que vous faites du tribunal arbitral, l'orientation va être très différente. Donc, cette question, finalement, hein, très pratique, elle pose une question, finalement, de notre vision de ce mode de règlement des différends. Est-ce une simple et uniquement une prestation de service ou est-ce que c'est quelque chose d'hybride qui oblige à ce moment-là à trouver un équilibre, même lorsqu'on est en face d'une partie impécunieuse? Donc, on reviendra sur ça à différents moments de la présentation. Dernier point, dernier propos introductif, les deux solutions, CPP Le Mans ou Tagliapo, sont des solutions qui ont été créées à partir de litiges internes. Ça va poser le problème, la difficulté de savoir si tout ce dont on va parler aujourd'hui s'applique dans le cadre d'un arbitrage international. Alors, j'ai ma position, hein, c'est une conviction, ça n'a pas encore été tranché en jurisprudence, mais ma conviction, c'est que si le siège est à Paris ou si la loi française est applicable à la convention d'arbitrage, ce qui est assez rare. Là, il y a une petite opposition parfois avec 2-3 auteurs, notamment en Suisse, qui estiment que ça se fait très souvent de choisir une loi pour la convention d'arbitrage. Moi, je le vois très peu en pratique, mais certains disent si, ça se fait. Alors, donc, prenez ça en compte. Mais si la loi française est applicable à la convention d'arbitrage ou si le siège est à Paris, je considère que ces deux solutions ont une portée et seront identiques à l'arbitrage international. Alors, se pose quand même une question qui, là, je vous le pose et on pourra en débattre. Je n'ai pas de réponse à apporter à ce stade. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous avez une partie suisse ou des Émirats qui, alors que le siège de l'arbitrage est Paris, décide qu'elle est impécunieuse et saisit son juge national en disant, voilà, moi je suis impécunieux, donc la convention d'arbitrage, je la méprise, je l'écarte, je la mets de côté et je saisis mon juge national. Alors, que fera le juge national étranger saisi alors que le siège était Paris? Ça, je n'ai pas de réponse. À mon sens, il devrait refuser sa compétence et dire, écoutez, de toute façon, le débat de l'impécuniosité, de votre défaut de capacité financière, soit c'est le tribunal arbitral, compétence, effet négatif, soit c'est le juge français, parce que vous avez décidé que le siège était Paris. Mais là aussi, hein, on peut aller loin dans la discussion, donc je laisse la question ouverte et puis on pourra en discuter. Alors, première affaire, CPP Le Mans. Finalement, hein, souvent, ces affaires viennent du monde de la distribution. Alors, je fais un petit aparté parce qu'il y a eu une énorme conférence à Lille sur le sujet de l'argent dans la distribution, donc un sujet délicat mais très épineux. Donc, on a souvent des affaires où on est dans des contrats de franchise ou des contrats de distribution avec un franchisé ou un distributeur et puis l'entité, on va la réputer forte, puissante, le grand distributeur, les grandes chaînes de distribution, et elles vont mettre une convention d'arbitrage. Alors, dans l'affaire CPP Le Mans, eh bien, vous aviez un franchisé et un grand distributeur liés par un contrat de franchise. Le franchisé, alors
je vais dire le mot, mais voilà, pas de mauvaise foi, mais en tout cas, ne lit pas la convention d'arbitrage et saisit directement le tribunal de commerce de Rennes en estimant qu'il était impécunieux et de toute façon, il n'avait pas assez d'argent pour payer les frais de l'arbitrage, de cet arbitrage. Et donc, il va directement devant le tribunal de commerce de Rennes. Les juges consulaires, qui sont, alors pour ceux qui ne sont pas, mais ce sont des juges non professionnels, voilà, vont dire « Ah bah oui, tout à fait, il faut absolument garantir l'accès à la justice. Vous n'avez pas assez d'argent, je retiens ma compétence. » Appel, et là, la Cour d'appel va infirmer le jugement du tribunal de commerce et il va y avoir un pourvoi devant la Cour de cassation qui a donné lieu à la solution CPP Le Mans en disant « Et donc le pourvoi fait par le franchisé, on va la présumer petite partie. Tous les franchisés ne sont pas des parties faibles, hein, mais souvent, ce sont des parties faibles. Donc, le franchisé va dire devant la Cour de cassation, violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je n'ai pas accès à un juge parce que d'un côté, je ne peux pas payer l'arbitrage et de l'autre, la Cour d'appel vient de me dire que le tribunal de commerce ne peut pas avoir compétence en vertu de cette convention d'arbitrage. Or, l'impécuniosité doit caractériser l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. La Cour de cassation va rejeter ça, mais elle va le rejeter avec une innovation, une confirmation et une innovation. La confirmation, c'est dire que l'impécuniosité, donc le défaut de capacité financière, que ça soit un défaut total ou un manque de trésorerie, ça peut être on peut avoir des bilans, on va y revenir sur la preuve de l'impécuniosité, mais on peut avoir un bilan ou un compte de résultat un peu positif à 3 000 euros, 4 000 euros et être tout de même caractérisé et en tout cas qualifié d'impécunieux par un tribunal. Donc, l'impécuniosité n'est pas un critère suffisant pour faire jouer l'inapplicabilité ou la nullité manifeste de la convention d'arbitrage. Donc, on doit respecter l'effet négatif compétence-compétence. 1448 du CPC, vous devez aller d'abord devant le tribunal arbitral, voir ce que vous dit le tribunal arbitral par rapport à cette question. Là où ça va être intéressant, c'est que contrairement aux jurisprudences précédentes, donc je vais les citer, et puis si vous voulez des références exactes, je vous enverrai, j'enverrai via Stéphanie les références. Lola Fleur en 2013, ATE contre Airbus Hélicoptère en 2016. Vous aviez ensuite toute une saga Subway ou Monster Energy qui à un stade un peu différent, mais on était toujours quand même dans la même veine. Il disait, voilà, l'inapplicabilité manifeste ne peut pas être caractérisée par l'impécuniosité et il appartient au tribunal arbitral de garantir l'accès à la justice. Donc, allez devant le tribunal arbitral et vous voyez. Et puis, si vous trouvez que finalement, ça ne va pas, eh bien, au stade du recours en annulation, si sentence, c'est là où moi je critiquais beaucoup cette décision, mais si sentence il y a, eh bien, à ce moment-là, on pourra sanctionner. Là, c'est un peu différent. L'innovation, c'est que dans CPP Le Mans, et je trouve que c'est assez bien écrit, eh bien, la décision va vous dire que dès lors qu'il n'était pas soutenu qu'une tentative préalable d'engagement d'une procédure arbitrale avait échoué, faute de remède aux difficultés financières alléguées, je vais revenir sur ça, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître le droit d'accès au juge, que l'invocation par les demandeurs de leur impécuniosité n'était pas en soi de nature à caractériser l'inapplicabilité manifeste des clauses compromissoires. Alors là, vous avez un auteur qui est Paul Giraud qui a fait tout un paragraphe sur le « en soi ». Et je vous le conseille, c'est à la revue de l'arbitrage. Alors, c'est un peu théorique, mais je l'ai trouvé assez beau. Ce « en soi », en fait, c'est vrai qu'il est important parce que ça montre que, déjà, la Cour de cassation dit c'est contextuel. C'est-à-dire que l'impécuniosité n'équivaut pas à inapplicabilité manifeste, mais attention, il faut voir le contexte. Dans d'autres contextes, je pourrais inverser la tendance ou je pourrais aller sur une autre approche. Mais ce qui est aussi fondamental, c'est la première partie de cette attendue. Dès lors qu'une tentative préalable d'engagement à l'arbitrage n'a pas été rapportée, n'a pas été tentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, vous, un pécunieux allégué, vous devez aller d'abord devant le tribunal arbitral, respect de la force obligatoire de la convention et compétence-compétence. Mais si vous me rapportez la preuve que cette tentative a échoué,
à ce moment-là, moi, j'ai une compétence subsidiaire, une compétence résiduelle, et vous pouvez venir me voir et je trancherai au fond votre litige. Donc, elle va finalement poser un traitement, selon moi, équilibré. C'est vous vous tournez d'abord vers le tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral estime que vous êtes impécunieux, à ce moment-là, il va devoir tenter de faciliter votre accès au tribunal arbitral. Et s'il échoue, eh bien, moi, juge étatique, je reprends la main. Alors, c'est là où ça s'arrête là. D'un point de vue juridique, théorique, maintenant, en pratique, comment faire? Comment faire pour gérer cette situation qui, alors là encore, c'est important de le caractériser. Moi, à titre personnel, j'ai été très heureux que ce sujet devienne à la mode, devienne un hot topic de l'arbitrage. Mais j'ai un peu de, voilà, j'ai un conditionnement de 15 ans de ce sujet où j'aime bien le traiter, mais ça ne correspond pas non plus à un volume d'affaires énorme. Hein. Mais le peu d'affaires, ou en tout cas la dizaine d'affaires par an qui nous viennent devant les tribunaux sur ce sujet, pointe du doigt quand même cette question fondamentale de ce qu'est l'arbitrage. C'est ça qui est intéressant, selon moi, dans cet aspect, dans l'aspect, on va dire, de politique juridique de cette question. Alors en pratique, plusieurs questions pratiques. Déjà, la première, sur qui pèse la responsabilité d'apporter ces remèdes? Lorsque l'impécunieux va venir devant le tribunal et va alléguer son impécuniosité, donc va dire de deux choses l'une, soit vous êtes incompétent, je ne veux pas que vous soyez compétent, lâchez-moi, je vais aller devant le juge étatique, soit vous avez l'obligation désormais de me permettre d'accéder à la justice, parce que sinon, c'est vous qui violez l'article 6, paragraphe 1. Donc, sur cette question de responsabilité d'apporter des remèdes, on pourrait complexifier. C'est là où je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Mais est-ce que ça veut dire que vous, arbitre, ou on va parler juste simplement au centre d'arbitrage, voilà, vous pourriez être poursuivi en responsabilité civile si vous ne garantissez pas l'accès à la justice? CPP Le Mans ne dit absolument pas ça. D'accord? Vous n'êtes pas. Alors, on pourrait aller, on dire, ah bah, donc, c'est un droit fondamental. L'accès à la justice, c'est l'alpha et l'oméga de toute action. Vous avez fait preuve de mauvaise foi ou en tout cas avec une mauvaise intention. Je vous poursuis en responsabilité. Devant les juridictions de droit commun. Non. Selon moi, à ce stade, on a une responsabilité, mais morale, éthique, déontologique, alors même s'il n'y a pas d'ordre des arbitres, etc., mais en tout cas de faciliter le recours à l'arbitrage. Et puis, si vous échouez, vous ne serez pas fautif juridiquement. Vous serez peut-être fautif moralement, mais pas juridiquement. Simplement, vous perdrez l'affaire qui ira devant la juridiction étatique. Je suis, voilà, c'est une position personnelle. Vous pourriez très bien, voilà, ne pas penser la même chose. Cette responsabilité de garantir l'accès à l'arbitrage, elle repose sur tous les acteurs. Il y avait à un moment donné une hésitation par rapport à Lola Fleur, par rapport à ATE Hélicoptère, donc ces deux affaires que j'ai citées, qui ciblaient simplement le tribunal arbitral. Dès le départ, certains auteurs, et j'en faisais partie, disaient finalement, ce n'est pas que le tribunal arbitral, c'est le centre d'arbitrage, c'est le tribunal arbitral, ce sont les conseils et ce sont les parties. Donc, on a quatre personnes qui doivent montrer une sorte de bonne foi, une loyauté sur cette question de l'accès à la justice arbitrale. On y reviendra, mais je pose aussi une question. Je n'ai pas encore la réponse, mais souvent, pas tout le temps, mais souvent, la partie impécunieuse va alléguer l'impécuniosité et va vouloir dire non, tribunal arbitral, centre d'arbitrage et l'adversaire, c'est à vous de vous débrouiller. Moi, je ne peux rien faire, je suis impécunieux, donc aidez-moi. Et puis sinon, tant pis, maintenant il y a la justice étatique. Attention, parce que dans certaines situations, il me semble que lorsque il y a eu des propositions faites par le tribunal arbitral, le défendeur, le centre, dans certaines situations, lorsque les propositions ont été justes, équitables, licites, pas de fraude, etc., et permettent aux demandeurs d'accéder à la justice arbitrale.
Si le demandeur refuse systématiquement ces solutions, il serait possible de défendre devant le juge étatique qu'il a violé son principe de loyauté des parties régissant la convention d'arbitrage, c'est-à-dire le principe découvert dans Tagliapo. Et donc, à mon sens, là, il y a un lien à faire entre les affaires. Tout se pense, les juges, c'est ce que je respecte, alors ça va se faire de moins en moins malheureusement, mais les juges de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Paris assistent à nos conférences, à des ateliers CFA, et ils ont une vision bien d'ensemble de la question. Et donc, je pense qu'il faut les penser en réseau, ce sera un mot un peu pompeux, mais voilà, faire jouer ces deux solutions ensemble. Alors, en pratique, ça repose sur tous les acteurs. La deuxième question, c'est comment procéder. Vous avez la partie impécunieuse qui vient. Comment est-ce que vous, alors je vais parler en tant que tribunal arbitral, et puis après, si vous voulez, on partage aussi vos expériences au moment des questions, en tant que conseil, en tant que contre d'arbitrage. De ce que j'ai pu éprouver en pratique, alors avec plus ou moins de succès, mais c'est d'abord, il faut une phase de négociation, c'est-à-dire trouver un accord avec la partie. Ça implique d'organiser une conférence d'organisation de procédure avec la partie impécunieuse, la partie défenderesse, éventuellement le centre d'arbitrage si on est dans le cadre de l'arbitrage institutionnel. Donc là, il faudrait que la personne qui suit le dossier fasse partie de cette conférence d'organisation de procédure et qu'on mette en musique, qu'on invite les parties à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe. Le demandeur ne peut pas payer, le défendeur peut, ou il a déjà payé, d'ailleurs, il a déjà versé sa part de provision, en tout cas, il est en mesure de le faire. Et donc, ça, c'est une phase extrêmement importante parce que je pense que ça peut déjouer la moitié ou 70% des cas d'impécuniosité. On peut trouver une solution, alors on va y revenir sur les différents remèdes, mais cette phase de négociation, là, sur le process, le circuit à suivre, d'abord, en tant que tribunal, vous devez poser et tenter de trouver un accord entre les parties sur cette question. Si il n'y a pas d'accord, de deux choses l'une. Soit on ne vous demande rien en tant que tribunal arbitral. Ça m'est arrivé une fois. C'est-à-dire que vous n'avez pas de demande en face de vous. À ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de phase juridictionnelle. C'est-à-dire que vous laissez les parties décider. Ils vont soit devant le juge étatique, soit le transige, peu importe, ce n'est plus votre problème. Soit, et ça règle de plus en plus souvent, la partie impécunieuse fait une demande au tribunal arbitral. Une demande de faire payer au défendeur la totalité des frais de l'arbitrage. Alors là, je marche sur des œufs, mais c'est une question intéressante. Je vais la laisser pour l'instant de côté. J'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Mais je vais d'abord voir tous les remèdes. Si on peut éviter d'arriver à ce stade, c'est mieux. Et puis ensuite, on verra ce que peut faire le tribunal arbitral lorsqu'il est face à une demande de paiement de la totalité des frais de provision par le défendeur. Alors, les remèdes. C'est là où on l'a posé un peu dans notre petit teasing. Il y en a qui sont envisageables, possibles, et puis d'autres qui sont un peu illusoires, un peu inaccessibles, en tout cas pour certaines parties. Et donc, on va essayer de différencier les remèdes possibles des remèdes impossibles à chaque fois. Pour les arbitres, selon moi, c'est à eux, lors de cette conférence d'organisation de procédure, d'impulser la dynamique. Même si le centre doit faire des efforts, même si les avocats doivent faire des efforts sur les honoraires, les parties aussi, sur leur manière d'agir et leurs demandes éventuellement, mais c'est au tribunal d'impulser et de dire, voilà, nous, on peut faire un effort. Alors, où est-ce que le tribunal arbitral peut faire un effort? C'est sur les honoraires. Alors, il y a deux manières de voir cet effort par rapport aux honoraires. Soit vous décidez de les réduire. Alors, en institutionnel, c'est un débat avec le centre. C'est là où c'est important d'avoir quelqu'un du centre qui dit, voilà, je sais que l'appel à provision a été de 50 ou de 100. Bon, on décide d'un commun accord que ça sera 30. La deuxième solution que l'on a éprouvée dans un litige, et je vais évidemment ne pas parler du nom des parties ni rien en cours, mais qui me semble aussi une option vertueuse. Alors, je ne sais pas
j'ai vu sur la liste des inscrits qu'il y avait voilà, des personnes dans ce litige, mais c'est, par exemple, pour les arbitres de plafonner leurs honoraires, en dépit de demandes additionnelles, d'intervention de tiers et d'évolution du litige. Vous dites, quelle que soit l'évolution du litige, je prends 30. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement, en tout cas dans l'effort. Après, ça sera apprendre à laisser, c'est une œuvre collective, hein, il faut le penser là comme une œuvre collective. Donc, voilà, mais je donne juste des pistes pratiques pour les centres, pour eh bien, essayer de résoudre ce problème de l'impécuniosité qui est pour moi fondamental et essentiel. Donc, cette limitation des honoraires est possible. Alors, c'est là où la vision de l'arbitrage est primordiale dans un tribunal arbitral. C'est là où, dans deux situations, je me suis retrouvé complètement aligné par rapport à la vision que je défends, c'est-à-dire hybride. On est à la fois prestataire de services, donc on ne va pas travailler gratuitement, mais on va quand même faire un effort, alors que c'est un dossier qui peut être plus complexe, qui peut donner lieu à des sentences partielles, etc. Mais on va essayer de permettre la mise en route et l'accès à la justice arbitrale. Et puis, vous avez un autre tribunal arbitral où ça a été tout simplement impossible, mais là encore, il n'y a pas de jugement à avoir, ce n'est pas la vision que je partage, mais les personnes ont dit non. Nous, voilà, ce sera 50, 100, c'est tel ce qui est décidé, et puis sinon, il va devant le juge étatique. Maintenant, c'est possible, il y a une compétence résiduelle. Donc, on refuse. Bon, j'ai été mis en minorité, je le comprends tout à fait. Je ne partage pas cette vision, mais je le comprends, en sachant que dans un tribunal arbitral collégial, il faut savoir que vous avez à la fois potentiellement soit des arbitres qui ne le sont qu'une fois, ou des experts arbitres qui, finalement, pour eux, 15, 20, 30, 40, c'est important. Et vous n'avez pas tous, par exemple, moi j'ai la chance d'être fonctionnaire par ailleurs, avec un salaire fixe qui tombe par mois, où je me dis je peux faire un effort, ou alors des grands arbitres qui… Alors, vous verrez que les grands arbitres, parfois, ne font pas toujours les efforts. Mais voilà, on peut se dire qu'on s'assoit sur une quote-part des honoraires. Tout ça pour vous dire que c'est là où, eh bien, c'est à vous d'imposer votre vision dans le tribunal arbitral en disant si on y va, on fait des recherches. Et parfois, c'est complètement aligné. C'est là où les parties et les conseils, surtout, ont un choix à faire en fonction du litige. Si vos deux parties sont complètement in bonis, ou, pas de souci, vous prenez les personnes que vous souhaitez. Et si vous voyez qu'il y a une partie qui fait défaut, il faut plutôt là cibler des personnes, si vous voulez aller à la justice arbitrale, là encore, ou si vous, mais des personnes qui seraient susceptibles eh bien, de faire preuve de modulation. Pour le centre d'arbitrage, je regarde Stéphanie, mais c'est pas elle que c'est le centre. Pour le centre, alors là, il y a plus de souplesse à avoir sur l'appel à provision, éventuellement un jeu d'échéancier, un jeu de paiement différé. Alors ça se fait, hein. Les centres d'arbitrage se sont mis en ordre de bataille par rapport à ça, hein, depuis de manière officieuse depuis un petit moment, de manière officielle, ça commence. Alors, vient à cette question la plus délicate. On a un article dans le règlement, dans la plupart des règlements, que ce soit CMAP, CCI et d'autres grands centres d'arbitrage, qui vous dit que lorsque la demande n'est pas provisionnée, elle est réputée retirée. On l'écarte. Ben là aussi, selon moi, la nouvelle, si le siège est à Paris, on va rester en France, ça implique que le centre eh bien, accepte des demandes provisionnées partiellement. Alors là, ça aussi, il ne faut pas croire que ça ne se fait pas, ça se fait, hein, mais la sanction systématique de dire « Ah bah, je n'ai pas la totalité des provisions, j'écarte », maintenant, les centres doivent avoir en tête que s'ils font ça, potentiellement, eh bien, ils perdent l'affaire. Ça va devant la justice étatique. Et puis ensuite, deuxième question épineuse pour le centre, c'est la création de fonds d'accès à l'arbitrage. Alors, épineuse question qui a donné lieu à de nombreux débats. Ça existe dans certains centres sectoriels, dans les centres généralistes, moins. Ça se voit beaucoup moins. Donc, je vous donne quelques exemples, mais la FINRA, par exemple, à New York, dans les litiges entre employés de sociétés cotées en bourse et ces sociétés boursières, il y a un fonds d'accès.
la AAA ou le PAVAC en matière automobile en Amérique du Nord, il y a des fonds d'accès. Le TAS, maintenant, a aussi… Alors, ça a mis du temps parce que pendant le TAS, alors c'était original, la règle était écrite dans le règlement. Vous pouvez accéder à notre fonds en cas d'impécuniosité, mais le fonds n'existait pas. Ça a duré 20 ans. Alors là, ça y est, il existe. La Cour permanente d'arbitrage aussi, hein, un fonds. Mais, alors je ne vais pas parler du CMAP, mais je vais parler de la CCI, par exemple, n'a pas de fonds. Pas de fonds. Et c'est très compliqué de le mettre en place. Alors, pour différentes raisons, je vais les énoncer parce que voilà, je vais essayer d'être transparent. Mais il y a une task force actuellement à la CCI sur la création d'un fonds d'accès à l'arbitrage. Je pense que la CCI, c'est pas, elle fait preuve de beaucoup de bonne volonté sur ce sujet. Elle fait beaucoup, mais il y a, je pense, deux limites. Une limite qui est propre à son fonctionnement interne et une limite qui est complètement extérieure. Propre à son fonctionnement, c'est que la cour d'arbitrage de la CCI rapporte beaucoup d'argent, mais elle fait travailler et elle rémunère toute la CCI, tout l'organisme. Donc, ils sont tout le temps en flux tendu. Donc, ils n'ont pas une capacité financière très forte pour créer un fonds de 10 millions de dollars. Voilà, ils ne sont pas en capacité de le créer parce que, alors je vais dire le terme, même si peut-être des gens de la CCI, donc ils ne seront plus jamais désignés, c'est pas grave. J'ai géré au Mexique. C'est un peu la cour d'arbitrage, c'est un peu la vache à lait de toute la CCI. Donc, créer ce fonds d'accès, ça ampute sur d'autres lignes budgétaires. Et je pense que c'est quelque chose qui peut… c'est une limite interne. La limite externe, elle est différente, elle est propre à… Et c'était un débat qu'on avait au CFA sur ça. C'est qu'un fonds d'accès ou un fonds de garantie, n'importe quel fonds, normalement est abreuvé et nourri par des acteurs, par une mutualisation des risques. Chaque acteur provoque un risque, donc que ce soit les fonds d'accès pharmaceutiques, les fonds de garantie pharmaceutique, accident de la route, accident de travail, on génère un risque et les acteurs qui génèrent ce risque mutualisent leurs efforts en disant on crée ce fonds et si un jour c'est nous qui provoquons l'accident, le fonds prend le relais. C'est ça l'ADN du fonds. Alors, est-ce qu'on peut travailler par analogie sur un fonds en arbitrage? Est-ce que tous les acteurs de l'arbitrage génèrent un risque de déni de justice ou d'accès, de violation de l'accès à la justice? Les gros opérateurs, ils vont dire, bah non, nous, à chaque fois, on paye, à chaque fois, il n'y a aucun souci. Et donc, je pense qu'il y a une limite aussi à se dire, est-ce que dans les centres généralistes, est-ce que les acteurs du monde financier, du monde de la construction vont abreuver un fonds qui ira dans le monde de la distribution et des franchisés ou des petits acteurs sous-traitants? Alors, c'est un débat. Moi, je pense qu'on devrait les avoir, ces fonds. Mais je mets des obstacles, j'énumère les obstacles potentiels à leur création. Après, on peut aller sur l'indépendance et l'impartialité aussi qui finance. Mais ça, je le laisse de côté. Je pourrais répondre aux questions, mais voilà pour ce qui est, selon moi, du centre. Pour ce qui est des parties et des conseils. Alors, les conseils, évidemment, tout le monde a ce chiffre en tête, 89%, 90% ou peut-être 85% des frais d'un arbitrage, du coût d'un arbitrage total, ce sont les honoraires des avocats. Donc, oui, les conseils peuvent faire un effort, mais ça, ils le font déjà, je pense. Lorsque vous avez un client qui vous dit « j'ai pas d'argent », c'est sûr que vous n'allez pas facturer la même chose que votre grand client, fonds de roulement du cabinet. Donc, je pense que là, on est sur un débat qui peut être très intéressant, mais finalement, en pratique, les conseils font l'effort. Mais c'est vrai que pour faciliter l'accès à la justice, il y a aussi là le choix pour la partie du conseil. C'est-à-dire que si vous allez choisir, je ne vais pas dire de nom, mais un énorme anglo-américain qui facture 800 $ de l'heure ou plus, peut-être pas génial si vous êtes dans situation d'impécuniosité. Donc, voilà, des cabinets, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais français de taille moyenne, avec des jeunes figures qui sont associées, qui peuvent là, à la fois se faire payer, mais peut-être plus tard. Ça peut être intéressant. Dans la négociation, lors de cette conférence d'organisation de procédure, il faut être aussi prêt à entendre certaines solutions. 80% va être payé par le défendeur, mais vous, 20%. On peut jouer sur les équilibres, pas forcément ce 50-50. Donc là aussi, il y a des remèdes à apporter sur l'équilibre, en disant on va jouer sur ce 50-50. Et alors, souvent,
à ce stade, je n'ai pas vu vraiment que même la partie impécunieuse acceptait 20%. Mais il y a des parties impécunieuses qui acceptent quand même de verser quelque chose, parce que c'est important pour elles. On ne leur donne pas l'aumône. On ne va pas leur faire un… Voilà, on n'est pas dans un but philanthropique, etc. Et ça, c'est appréciable. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, je sais qu'il y a enfin, en tout cas, des inscrits, il y avait des tiers financeurs. Il y a cette question des tiers financeurs. Ça évolue. Le marché du tiers financement évolue sur ces litiges qui concernent les impécunieux. Pendant très longtemps, j'étais très critique à l'égard du raisonnement de la Cour de cassation, qui était dans leur motivation de dire vous contremenez en arbitrage international, l'impécuniosité, ce n'est pas un problème, allez voir les tiers financeurs. Selon moi, là, c'était une grave méconnaissance du marché du tiers financement, parce que les tiers financeurs, déjà, avant de s'intéresser à un dossier, il faut être plus de… Alors maintenant, ça baisse, c'est là où ça évolue. Mais à l'époque, il y a 10 ans, c'était 10 millions et plus. Alors après, ça a un peu baissé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des tiers financeurs, notamment dans les pays francophones, qui peuvent accepter de financer des dossiers de 1 million d'euros. Enfin, l'enjeu au litige est d'1 million, 500 000. Ça reste rare, mais c'est une possibilité. La limite, c'est que le tiers financeur, il va ne financer que s'il a des chances de gagner et que s'il est sûr que votre dossier est solide. Et pour moi, lier la question de l'accès à la justice avec la victoire, il y a quelque chose là qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. L'accès à la justice doit être indépendant des chances de succès au fond. C'est vous accédez, on écoute votre prétention, on tranche. C'est neutre par rapport aux chances de succès. Pourtant, il ne faut absolument pas les oublier, ces tiers financeurs, parce que pour les juges, et maintenant, ça c'est dans les juges français, alors je ne sais pas, peut-être qu'à l'étranger c'est différent, mais pour les juges français, il y a un lien désormais entre arbitrage et tiers financement. Donc, ça veut dire que dans cette tentative d'accéder à l'arbitrage, il me semble important que la partie qui allègue l'impécuniosité tente de se faire financer par un tiers financeur. Sinon, elle pourra se voir opposer cet argument devant le juge étatique. Donc, il y a quand même là, ça peut prendre 1h30, 2 heures, hein, cette conférence d'organisation de procédure, si vous invitez les parties à aller voir un tiers financeur, si vous jouez sur les honoraires, voilà, vous faites des propositions. Et puis, évidemment, il y a celle où le défendeur se propose de couvrir la totalité. Ça, c'est l'idéal. Si vous arrivez à dire, ben voilà. Alors, en international, c'est intéressant parce que vous pouvez très bien, même si ce n'est pas dit d'office, c'est le tribunal qui peut le dire, on n'est pas sur le fond et à mon avis, ça ne crée pas une rupture d'égalité parce que la priorité, c'est l'accès. Donc, c'est de dire, mais vous savez, attention, si vous, défendeur étranger, vous ne payez pas tout la totalité, vous vous retrouvez devant le juge français, le juge étatique. Donc, vous avez un petit levier là aussi en pratique dans ce que vous ne pouvez pas faire en interne. Ça, c'est la limite. Il n'y a pas de solution de remède idéal, mais il y a une combinaison de plusieurs remèdes. Alors, si, il n'y a pas de remède idéal. En tout cas, il y a quelque chose à faire qui est idéal. Ce sont pour ceux qui rédigent et qui nous écoutent ou qui sont présents dans la salle, les rédacteurs d'actes, c'est d'anticiper cette question au stade de la convention d'arbitrage. Ça, alors, c'est rare, très rare, mais je l'ai vu dans l'espace OHADA, où dans une convention d'arbitrage, ils avaient prévu, c'était en matière de pacte d'associés, que c'était justement celui qui était une bonus qui allait couvrir la totalité des frais. C'est possible de prévoir ce rapport 80-20, 70-30. Hein, ça se fait en Amérique du Nord dans des arbitrages spécifiques, de droit spécial, arbitrage en droit du travail, arbitrage en matière de consommation, où l'employeur prend à sa charge 75% des frais, des coûts de l'arbitrage et le salarié 25%. Et puis se pose la question aussi, qui est une solution envisageable, possible, de la solidarité. Vous prévoyez dans la convention d'arbitrage une solidarité des parties dans le paiement des provisions. Alors,
pour petit rappel de droit commun, hein, de droit des contrats, en droit français, c'est vrai aussi en droit belge, j'ai un doute en droit suisse, mais il faudrait que je crois que c'est la même chose, la solidarité ne se présume pas. Donc, il faut la dire et l'exprimer dans le contrat. C'est un avantage, ça, évidemment. C'est-à-dire que si le défendeur ne paye pas la totalité, là, le demandeur pourra demander au tribunal arbitral, sur le fondement de la solidarité, d'ordonner le paiement intégral à la partie défenderesse. La solidarité, elle est très rare dans les règlements d'arbitrage. Les règlements d'arbitrage, la plupart disent le défendeur ou une des parties a la faculté de couvrir la totalité. C'est une option. Mais il y a la liberté de dire non. Et c'est souvent non, ou en tout cas, pour ce qui est quand c'est le défendeur qui est demandé à avancer la totalité. Mais dans le règlement LCA et dans le règlement de Singapour, je crois que j'ai noté, là, vous avez une solidarité qui est exprimée. C'est-à-dire que le tribunal arbitral est en mesure d'ordonner le paiement de la totalité au défendeur in bonis. Les termes de du règlement, je ne sais pas si je l'ai noté, parties are jointly and severally liable for the costs of the arbitration. Donc, are jointly liable, hein, on est sur de la solidarité exprimée en commun. Ça peut être intéressant à réfléchir pour les. Alors, sachez que le centre belge d'arbitrage, le CEPANI, avait une solidarité express dans ce règlement. Alors, peut-être que si des juristes belges nous écoutent à distance, ça a été supprimé. Alors, il y a sûrement des raisons. Peut-être que ce n'est pas assez attractif. Ça crée une perte d'attractivité pour le centre. Mais je trouve que c'est aussi une solution qui peut être intéressante. Et alors, évidemment, quand on parle de solidarité, on peut parler de sûreté. Est-ce qu'on peut prévoir des sûretés au moment de la négociation de la convention d'arbitrage dans l'hypothèse d'un problème, d'une difficulté de payer des provisions à l'arbitrage? Oui, on peut prévoir un gage. On gage un bien ou on nantit des valeurs mobilières affectées en cas de risque de déni de justice en cas d'arbitrage. C'est très rare, mais on peut éventuellement utiliser le droit des sûretés. Alors, il faut éviter celle, évidemment, qui va vous obliger d'avoir un titre exécutoire ou d'aller devant le GEX, ou des choses assez simples, mais c'est possible. Ça serait quelque chose qui serait intéressant. Alors, on en vient justement à cette réponse à la question, on n'arrive pas à trouver de solution, de remède. Et là, la partie vous dit, tribunal arbitral, je veux que ça soit la partie défenderesse qui couvre la totalité des frais. Si la solidarité existe, bon, selon moi, c'est tout à fait possible. Sinon, le droit français, en l'état actuel, vous offre la possibilité de la faire, mais c'est une simple faculté. Le CPP Le Mans ou les règlements d'arbitrage ne vous obligent pas, vous, en tant que tribunal arbitral, à ordonner le paiement de la totalité des frais de l'arbitrage sur la partie défenderesse. Est-ce que vous le faites tout de même? Je trouve qu'il faut aller au maximum du procédure de l'accord, trouver un accord. D'accord. Et là, il faudra, je vais faire une réponse un peu c'est pas une pirouette, mais il faut un peu aussi privilégier là la bonne foi des parties, l'attitude des parties. Si vous voyez que la partie impécunieuse est vraiment de bonne foi, va suivre une procédure arbitrale, a vraiment envie d'aller à l'arbitrage, c'est possible. Pourquoi pas? Est-ce que vous serez sanctionné au stade du juge? Parce qu'ensuite, le risque, évidemment, c'est que votre ordonnance ou sentence, sachez qu'en l'état actuel du droit français, vous pouvez choisir un des deux instruments pour ordonner ce paiement et que de toute façon, la qualification ne vous appartient pas. Ça sera au juge, si vous vous trompez, de requalifier. Mais vous pouvez utiliser les deux instruments, sentence partielle ou ordonnance. À mon avis, c'est un risque. Il faut être très prudent si la solidarité n'est pas exprimée. Donc, vraiment en dernier recours et de manière très prudente. En revanche, est-ce que vous risquez d'être annulé
au stade de l'annulation? À mon sens, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de faire respecter la hiérarchie des sources. Le droit d'accès au tribunal prime sur la force obligatoire du contrat et sur les règlements d'arbitrage. C'est une opinion, on peut en discuter. Est-ce qu'on s'arrête? Je regarde. Alors là, je n'ai pas parlé du tout de Tagliapo, ni des sanctions, mais on peut peut-être laisser un moment d'échange. Et puis, au cas où, je parlerai de Tagliapo au cours de la discussion. Donc, je vous remercie en tout cas pour cette belle intervention intéressante. On a juste une question sur le chat par Sylvain Lasserre. Il pose la question suivante: faut-il apporter la preuve de l'impétuosité et si oui, comment? Ah oui. Merci pour cette question. J'ai oublié d'en parler. Alors, oui, c'est une obligation de rapporter la preuve de l'impécuniosité. Et c'est au demandeur, donc celui qui allègue l'impécuniosité, de rapporter la preuve de son défaut d'incapacité financière. Il n'y a pas de renversement de charge de la preuve. On n'est pas du tout sur les débats qu'on peut avoir en ce moment, même s'il n'y a toujours pas de renversement de charge de la preuve, mais en matière de corruption. Non, là, pour le tribunal arbitral, vous devez dire au demandeur, montrez-moi votre impécuniosité. Alors comment? Je ne peux vous faire part que d'expérience sur ces 3 dossiers que j'ai eus, parce qu'il n'y a pas une feuille de route du juge sur cette question. Mais évidemment, les bilans, les comptes de résultats, vous allez devoir mettre en corrélation ce que vous demandez, vous, en tant qu'honoraire des arbitres ou le centre appel à provision, et ce qui existe sur ces bilans, sur ces comptes. Ça peut être… alors, c'est là où il faut faire attention. Parfois, c'est déficitaire, l'exercice est déficitaire, mais il y a de la trésorerie. Donc, ça ne veut pas forcément dire que l'exercice déficitaire est impécunieux. Donc, il faut un peu se renseigner sur, voilà, et je suis loin d'être un expert comptable, mais ça oblige d'étudier un peu les lignes comptables, de connaître un peu les chiffres. Donc, vous devez analyser à partir de bilan, compte de résultats, proportionnalité avec ce que vous demandez et aussi les relevés de compte. D'accord. Alors, une question s'est posée aussi sur est-ce qu'il faut aller voir les comptes des dirigeants aussi de ces sociétés, du mandataire légal, voir si lui, à mon avis, là, on va trop loin. Si la partie en demande, c'est la société, vous vous limitez à la société. Vous n'allez pas faire une fusion des patrimoines ou aller violer le droit des sociétés, ou en tout cas l'autonomie de la personne morale ou des personnes, des sujets de droit. En fait, vous n'allez pas le faire. Selon moi, l'accès à la justice doit permettre plein de solutions exorbitantes. Mais il faut aussi faire preuve d'équilibre. Si vous allez dans les comptes personnels des dirigeants pour voir s'il y a assez de sous, c'est là où vous brouillez le schéma. Donc, oui, vous devez rapporter la preuve. Oui, le tribunal arbitral doit ordonner, là, c'est les mesures d'instruction, la production de comptes de résultats, de bilan, de comptes en banque de la société pour voir où se trouvent les actifs disponibles. Peut-être que certains ont des choses à préciser. Hein. Oui. Là-dessus ou en général? Ah bah, je sais pas. Ou celui à qui j'ai répondu, si ça lui suffit ou s'il faut préciser. Non, parce que j'avais 2 questions. Ah bah d'accord. Bah, peut-être, est-ce qu'il y a… Pas de commentaire, ok. Alors, d'abord, félicitations, très intéressant, très clair. Donc, la question, la première, c'est au sujet de cette idée que tu as posée sur la relation de la clause. Si le parti pourrait introduire des conséquences en disant si le demandeur est en pécunieux, la clause deviendra inapplicable, à moins que le demandeur veuille payer pour le demandeur, quelque chose comme ça. Et puis la seconde, si on devrait tenir compte de celui qui a proposé la clause, et je pense aux employeurs ou pour le résultat, si le résultat devrait varier selon celui qui a proposé la clause. Merci pour ces 2 questions. Alors, sur la première, ça pose la question de la sanction de l'impécuniosité par rapport à la convention d'arbitrage.
oui, vous pouvez tout à fait prévoir cette sanction au stade de la convention d'arbitrage. Il y a même des centres d'arbitrage. Hein. Par exemple, la Chambre d'arbitrage franco-arabe prévoit, elle, qu'en cas d'impécuniosité, et si le défendeur, par exemple, ne paye pas, c'est la caducité. La convention d'arbitrage devient caduque pour ce litige. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un débat en droit français sur la sanction attachée à la convention d'arbitrage en cas d'impécuniosité. Est-ce qu'on va sur la nullité, est-ce qu'on va sur la caducité, la résolution, ou est-ce qu'on laisse ça que sur une sanction procédurale, la recevabilité, l'irrecevabilité de la demande. Monster Energy, donc 2021, mais je ne veux pas dire de bêtises, ou 2020, vous dit qu'on est sur la nullité. Selon moi, et c'est Charles Jarosson qui l'avait écrit, c'est une erreur. On n'est pas sur la nullité, parce que la formation du contrat est tout à fait bonne, hein, la convention d'arbitrage, mais il lui manque un élément essentiel au stade de l'exécution. Donc, soit c'est la caducité, si on estime qu'elle perd un élément fondamental, soit c'est la résolution. Mais la nullité, ça ne peut pas être la nullité. Donc, si vous la prévoyez, enfin, si vous voulez faire, je ne pense pas que ça ait une incidence pratique très importante, parce que les juges diront, bah oui, nullité, caducité, résolution, peu importe. Mais si vous prévoyez dans la clause, ça serait plutôt, ou dans un règlement d'arbitrage, caducité ou résolution. Est-ce que je poursuis, mais est-ce que le tribunal arbitral doit se prononcer sur la sanction attachée à la convention d'arbitrage lorsqu'il est saisi d'une demande pour ordonner le paiement des frais? À mon avis, non. Hein, vous n'allez pas au-delà. Vous restez sur la demande, rien que la demande, et ça, si les juges veulent ensuite s'amuser à décider, ah bah oui, elle est caduque, elle est nulle, vous laissez ça de côté. Deuxième question, et tu as tout à fait raison, ça va avoir une incidence au moment de la prise de décision. Qui a rédigé la convention d'arbitrage? Alors, certains auteurs, je vais les citer parce que c'est des très bons articles sur ces questions, hein, Pierre Mayer et Nicolas Dissot. Donc, Pierre Mayer, qui est un spécialiste de droit international privé, un arbitre de grande renommée internationale et interne. Et dans un autre registre, Nicolas Dissot, qui est un auteur et un professeur moins connu, mais qui est très, très compétent en distribution et qui est un grand spécialiste de distrib, vous dit que le rédacteur de l'acte doit payer la totalité. Que c'est lui qui a rédigé la convention. Donc, si le demandeur, le franchisé, on est en matière, eh bien, est impécunieux, bah, le fournisseur ou le franchiseur, la grande distribution doit prendre le relais et payer la totalité. Pour moi, il n'y a pas d'automaticité. Je serai plus nuancé. Il n'y a pas d'automaticité. C'est à prendre en compte au moment de la décision du tribunal arbitral d'ordonner ou pas. Mais de dire c'est parce que c'est un contrat d'adhésion, parce que c'est le distributeur qui a intégré la convention, c'est lui qui doit supporter la responsabilité de tout. Moi, je pense qu'il faut tout de même garder un équilibre sur le fait que les franchisés, évidemment pas tous, mais ont une part de responsabilité aussi d'avoir signé le contrat, d'intégrer un réseau. Voilà. Et employeur-employé, ça peut se discuter un peu plus, là, l'automaticité. Pourquoi? Parce que, voilà, là, structurellement, le salarié n'a pas la même responsabilité qu'un professionnel. Mais oui, c'est à prendre en compte, selon moi. Oui. Sur le point de la caducité, le règlement du CRT, c'est l'article 24 de la caducité. Et juste avant de prendre les questions sur le chat, parce qu'il y a des questions qui ont été lancées, je vais juste faire un peu de commentaire sur l'article 11.5 du règlement de CMAPEC, et c'est une solution que vous avez évoquée. C'est soit, si je peux citer, la commission d'arbitrage qui estime souhaitable, le tribunal arbitral peut être saisi dès qu'on a été versé des fonds suffisants à rémunérer les arbitres pour les diligences prévisibles jusqu'à la rédaction de la commission. Ou de l'ordonnance organisant la procédure. Et je ne lis pas toute la provision, mais ce qui dit, c'est que si la totalité de conditions maintenant a été versée, la commission d'arbitrage peut suspendre la procédure arbitrale et décider que le tribunal arbitral examinera seulement certains des demandes formulées par les parties. Donc, ça revient un peu d'une des solutions que vous avez évoquées, c'est prévu dans l'article 5 du règlement. CNP, juste dans le commentaire, peut-être ça peut être aussi ouvert à la discussion.
Mais on a d'autres questions dans le chat. C'est par Michel Gonda. Peut-on faire supporter par la société les frais d'arbitrage dans un litige entre actionnaires? Je ne sais pas si vous voulez que je évoque aussi la deuxième question ou vous voulez répondre en premier à cette question-là et ensuite. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question. Oui, c'est possible et oui, je l'ai vu en pratique. C'était là encore dans l'espace WADA. Dans cet arbitrage, c'est la société qui a payé la totalité des frais d'arbitrage dans un litige qui opposait les actionnaires. C'est possible. Une autre question par Pierre Barthélémy. On dit bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Est-ce que ça me semble que le droit d'accès au juge constitue une limite à la validité de la convention d'arbitrage dans la mesure où l'attendu de l'affaire CPP ne concerne que l'effet négatif du principe de compétence-compétence? Je peux reprendre. Oui, reprenez juste le début de la question. Donc, s'il vous plaît. Le droit d'accès Ouais. constitue une limite à la validité de la convention d'arbitrage dans la mesure où l'attendu de l'affaire CPP ne concerne que l'effet négatif du principe de compétence-compétence. Alors, je vais essayer de, peut-être si, j'aurais peut-être besoin d'une reformulation, mais l'affaire CPP concerne en effet une règle de priorité, c'est-à-dire est-ce que l'impécunieux peut directement, au mépris de la convention d'arbitrage dans le contrat, saisir le TJ ou le tribunal de commerce? Et la réponse est non. 1448 du CPC prévaut. C'est devant le tribunal arbitral, d'abord, que doit se tenter le recours à la justice. Donc, là, le droit d'accès au juge, vous avez raison, enfin, si je comprends bien la question, ne joue pas sur la validité de la convention d'arbitrage. Il n'y a pas de sanction dans CPP de caducité, de résolution, de nullité de la convention d'arbitrage. On fait simplement jouer cette règle de priorité. En revanche, qu'est-ce qui va se passer? Si la tentative échoue, et avec tous les remèdes qu'on a essayé de développer, avec ce processus, phase de négociation et ensuite phase juridictionnelle, et que la partie impécunieuse saisit le juge étatique. Donc, le défendeur va essayer peut-être là de dire c'est pas possible. Ou en tout cas de résister en disant mais vous regardez, j'ai fait tout, on a tout tenté, elle a fait preuve de déloyauté, etc. Alors là, se posera la question de la sanction par rapport à la validité de la convention d'arbitrage. Est-ce que le juge étatique va dire bon, manifestement là, l'impécuniosité est alléguée, elle a été rapportée devant le tribunal arbitral, elle est rapportée devant moi, donc caducité, nullité, résolution, ou est-ce qu'il… Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sera une renonciation à la convention d'arbitrage, mais est-ce qu'elle sera totale pour aussi tous les futurs litiges entre ces parties ou simplement pour cette affaire? Là, le juge étatique devra aussi préciser. C'est là où c'est intéressant. C'est soit la partie a renoncé là, à se prévaloir de la convention d'arbitrage, ça veut dire pour ce litige, mais si on va sur la nullité, bah, ça veut dire que ça bloque aussi, ça fait tomber la convention d'arbitrage pour tous les futurs litiges entre ces mêmes parties. Donc, ça, c'est un débat qui aura lieu, selon moi, c'est ce qu'on avait dit, plutôt devant le juge étatique. Mais le juge étatique, il serait avisé, à mon avis, de simplement dire « oui, votre demande est recevable devant moi, je tranche au fond » et de ne pas aller sur la sanction de la validité de la convention d'arbitrage. Voilà. Mais c'est vrai, là, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais l'affaire CPP ne se prononce pas sur la validité de la convention d'arbitrage, ça c'est une certitude. Les sanctions internationales, mais je pense que vous les traitez après, c'est ça? C'est un sujet que vous voulez discuter après? Alors, par rapport au… Si vous avez une partie qui… Alors, allez-y, non, posez-la maintenant. Si voilà. J'aimerais savoir concernant l'influence des sanctions internationales sur le frais d'arbitrage, lorsque, par exemple, une partie étatique est sanctionnée, il n'est pas en mesure. Surtout récemment, j'ai vu que deux pays sanctionnés, la Russie et l'Iran, sont en train de conclure d'un contrat pétrolier. Et j'aimerais savoir, étant donné que les deux pays sont sanctionnés, comment après ils vont régler le frais d'arbitrage? Alors, ça a été un grand débat. C'est un débat qui, selon moi, a fait perdre pas mal de dossiers aux places européennes en faveur de Dubaï, Tel Aviv et d'autres places.
Parce que pendant un moment, on ne savait pas trop si les parties sanctionnées pouvaient justement… Enfin déjà, le débat, ça a été est-ce que le tribunal arbitral ou le centre d'arbitrage peut passer un contrat avec une partie sanctionnée sans se faire sanctionner elle-même sur les, en fait, des directives européennes ou des lois nord-américaines. Ça a été résolu par un amendement du règlement européen. Je n'ai plus la date en tête, mais je l'ai. Hein, c'est octobre 2022 qui a dit, vous, centre d'arbitrage ou tribunaux arbitraux, vous pouvez passer une convention avec une partie sanctionnée. C'est le droit d'accès au juge, à la justice. Et dans ce cas-là, c'est une dérogation voilà, au risque d'action à votre encontre. Il ne reste que les parties sanctionnées, leurs avoirs sont souvent gelés. Et donc, il y a des difficultés. Et surtout, avec les systèmes bancaires, SWIFT, etc., elles sont souvent exclues de ces systèmes-là. Ce qui fait que malheureusement, en pratique, selon moi, ça oblige ces parties à ne plus choisir comme place d'arbitrage Londres, Paris, Genève, parce qu'il y a un risque là d'impayé pour le tribunal arbitral et le centre d'arbitrage. Ce qui n'est pas du tout le cas à Dubaï, à Tel Aviv et dans d'autres places d'arbitrage, où là, il n'y a pas ces sanctions-là. Donc, elles peuvent libérer leurs actifs pour payer directement le centre d'arbitrage et leurs coûts d'arbitrage. Ça, c'est un jeu, moi, de choix pour moi, hein, ces questions des sanctions internationales sur l'accès à la justice, c'est un jeu de choix du siège et de choix du centre. Mais bon, peut-être que là, j'ai vu que Jalal ou Flore, vous qui êtes expérimentés, vous avez peut-être d'autres choses à dire sur cette question. Le système bancaire, parce que j'ai vu que je suis allée aux États-Unis, à New York, ils ont accepté, alors que le banque de la CCI, ils ont refusé. Ouais. Vous voyez, c'est un choix à faire au cas par cas, vraiment par rapport aux parties sanctionnées. Voilà. Mais ce qu'on voit, hein, c'est évidemment des places qui essayent de capter ces nouveaux dossiers par rapport à cette question de facilité de paiement de ces parties sanctionnées auprès de centres ou des tribunaux arbitraux. Est-ce que ça a déjà été abordé avant par rapport à règlement sur l'accès à la justice européenne qui devait rentrer en vigueur, qui a été repoussé? Je me posais la question de savoir si, en fait, dans les travaux, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu comment ça a été discuté ou pas, on connaît la politique tout anti-arbitrage qui est complètement sans considération pour l'arbitrage dans les descentes termes. Mais est-ce que dans cette idée de faciliter l'accès à la justice contre des grands groupes à gérer, contre l'environnement, etc., est-ce qu'on a pris en compte la question de l'arbitrage, de sorte à faciliter, par exemple, le recours à des tiers financeurs pour des gros arbitrages massifs contre ceux, parce qu'il y aurait plein de choses d'arbitrage dans les groupes, ou pas? À mon avis, pour ce qui est de l'Union européenne, l'Union européenne ne conçoit l'arbitrage à la limite que pour les petits litiges de consommation, d'assurance, et c'est tout. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier le recours à l'arbitrage pour l'arbitrage en ligne. Ça leur convient. La online arbitration avec les plateformes de résolution en ligne. Alors, est-ce que ça pourra ensuite dériver sur les litiges de masse et une sorte d'arbitrage collectif en environnement ou dès que ça va toucher des notions d'ordre public? À mon avis, non. Parce que dès qu'on touche à l'ordre public, l'Union européenne est sceptique et la Commission est sceptique sur l'arbitrage. C'est-à-dire que pour eux, un juge privé n'est pas en mesure de trancher des litiges liés à des considérations d'intérêt général ou d'ordre public. C'est ma conviction. Hein. Et donc, ils ont beau parfois promouvoir ou dire oui, nous, on n'a rien contre l'arbitrage, c'est faux. Dès que ça va toucher à des éléments étatiques, pour eux, l'arbitrage, c'est une justice privée qui ne devrait pas avoir de légitimité à trancher ce genre de dossier. En revanche, ça c'est vrai, on le voit dans les règlements de litiges de consommation assurantielle, là, ils sont plutôt bienveillants. C'est-à-dire les petits litiges de masse, mais séquentiels individuels, pourquoi pas? Mais si ta question, c'était par rapport au droit de l'environnement,
D'ailleurs, London Steamship, hein, ça donne un bon indicateur de ce qu'ils pensent de l'arbitrage lorsque ça touche à des questions environnementales. Parce qu'en fait, selon moi, hein, c'était ça, le London Steamship. Au-delà de la suspicion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, vous aviez un pétrolier, c'est une affaire très connue, c'est en Espagne, en Galice, de pollution des côtes. Et l'État espagnol, et c'était en matière d'assurance, hein, avec des assureurs londoniens, en contrevention d'une convention d'arbitrage dans la police d'assurance, hein, qui liait l'armateur avec les assureurs pour indemniser en cas de pollution, a saisi les juridictions espagnoles. Donc, les assureurs ont dit c'est pas possible, et ils ont saisi les juridictions anglaises. D'accord? Et donc, il y a eu un conflit de juridiction par rapport à cette convention d'arbitrage dans la police d'assurance. La Cour de justice de l'Union européenne a tranché à la fin, au bout de quelques années, et a décidé que, dans ce cadre-là, la convention d'arbitrage était désactivée et que le Royaume d'Espagne avait complètement la possibilité de saisir ses juridictions nationales en dépit de la convention d'arbitrage, hein, qui était dans la police d'assurance entre l'armateur et les assureurs. Alors, il y a eu fondement de l'effet relatif du contrat, parce qu'ils estimaient que cette convention d'arbitrage ne liait pas la victime, donc assurantielle, mais au fond, c'est parce que ça touchait au droit de l'environnement. Parce que si on regarde depuis toujours l'Union européenne et la France d'ailleurs, hein, a décorrélé le régime de la clause attributive de juridiction, hein, qui est inopposable à la victime, de la convention d'arbitrage. Ce n'est pas le même régime. Et qu'en principe, hein, il était possible, à ce moment-là, d'opposer pour l'assureur, dire oui, vous pouvez essayer d'obtenir vous gain de cause, mais c'est l'arbitrage, c'est le tribunal arbitral. Donc, pour moi, la solution paraît, hein, de l'effet relatif et une règle aussi de litispendance, hein, de priorité. Vous avez d'abord saisi les juridictions nationales et le tribunal arbitral est venu ensuite. C'est fondamentalement parce que ça touchait au cas, c'est pas l'ERICA, c'est le. J'ai plus le nom, mais c'est une énorme affaire c'est fou, j'ai oublié, ce pétrolier. Bon, bref, c'est du droit de l'environnement. C'est parce que ça touche à de l'ordre public. Et donc, dès qu'on touche à l'ordre public, et tu le vois peut-être en investissement, cette suspicion, ce côté sceptique, c'est parce qu'on est sur des considérations d'intérêt général. Mais bon, c'est ma position. Hein. Donc, voir une promotion de l'arbitrage au sein des 27 États membres, dès qu'on va toucher à des litiges de masse pharmaceutiques, environnement, peu probable. Mais peut-être que tu as un avis différent sur le. Non. Ouais. Non. Le prestige, merci. Le prestige. Ouais. L'ERICA, c'est nous, et le prestige, c'était. Enfin, le prestige avait aussi touché les côtes aquitaines, mais c'était vraiment les côtes basques, enfin, c'était espagnol, la Galice, 2002. Il y a une autre question. Moi, je pensais juste à cette solution que tu as parlé de la solidarité. Quand tu disais que nos défendeurs devraient être obligés à payer. Si la solidarité est prévue. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je dis que c'est un des remèdes envisageables. Donc, ouais. Ces règlements-là. Mais bon, on sait que souvent, quand le défendeur ne veut pas participer à l'arbitrage, il ne va pas payer. Donc, comment pourrait être Alors, s'il ne veut pas participer, il y a deux hypothèses. Là. On peut complexifier un petit peu là. Si le défendeur fait défaut ou il n'est pas là, d'accord. Bon, il y a la possibilité là, hein, d'aller jusqu'à la sentence arbitrale, hein, par une procédure par défaut, et on va ensuite le condamner au paiement de sa quote-part, de sa provision sur la sentence finale. Ça, c'est une possibilité. Si le défendeur, en dépit de la solidarité, ne veut pas payer, c'est là où c'est intéressant de l'avoir prévu dans la convention d'arbitrage. Pourquoi?
parce que ça laisse, selon moi, la possibilité au tribunal arbitral d'ordonner le paiement, et est-ce que, d'ailleurs, même sur le fondement de la solidarité, il pourrait être obligé, le tribunal arbitral, d'ordonner le paiement de la totalité, ou en tout cas de sa part de provision, ou de la totalité au défendeur. Après, s'il décide tout le temps, de toute façon, de résister, c'est plus un problème là qui est un problème lié au tribunal arbitral. C'est un problème d'exécution de la décision. Et donc là, si vous voulez, ça échappe aux mains du tribunal arbitral. Ce n'est pas à vous d'aller faire exécuter l'ordonnance ou la décision, la sentence partielle que vous avez rendue qui ordonne le paiement intégral. Ça sera à la partie demanderesse de faire en sorte d'aller exécuter et de forcer l'exécution, mais par les voies des procédures civiles d'exécution classiques. Là, c'est la limite du pouvoir du tribunal arbitral, selon moi. Voilà. Alors, on peut avoir, là aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est quelque chose qu'on peut dire lors de la conférence d'organisation de procédure lorsqu'on énumère tous ces remèdes. On peut très bien dire, faites attention, si vous n'obtempérez pas à cette ordonnance, sachez que nous, ensuite, on a cette capacité aussi sur les coûts de vous sanctionner. Donc, vous aurez d'autant plus des sommes à payer si on voit que vous êtes de mauvaise foi. C'est quelque chose qui peut se dire. Ça aussi, ça peut être un levier insuffisant. C'est ça, hein, il faut vraiment penser explorer plusieurs pistes parce qu'il n'y a pas une piste idoine. Mais, vous pouvez le dire. Alors, le juge d'appui, ça c'est une position que j'ai défendue et que j'ai appréciée dans l'affaire Garoubet, mais j'en parle plus trop parce que ça a été renversé, c'est plus du droit positif. Mais dans l'hypothèse, c'était un arbitrage CCI avec une partie franco-belge et une partie étatique camerounaise, mais c'était un arbitrage commercial. Je ne reviens absolument pas sur la pathologie de cette affaire et aussi peut-être du personnage à la tête de Garoubet, mais quoi qu'il en soit, la question était posée de savoir dans l'hypothèse où il y avait déjà eu un arbitrage, les deux parties avaient payé leurs provisions. Et puis la sentence avait été annulée pour défaut d'indépendance et d'impartialité du tribunal arbitral. On est en arbitrage international, donc c'est revenu devant un second tribunal arbitral. Et là, la CCI a fait un deuxième appel de provision, suivant son règlement. Hein. C'est la force obligatoire du contrat, donc second appel à provision. Et là, Garoubet a dit non, j'ai déjà payé, je ne sais plus quelles sont les sommes en jeu, mais 170 000 $. Il y a encore en plus, il y a encore de l'argent sur le compte de notre dossier à la CCI. C'est hors de question. Je suis ruiné du fait de l'attitude du défendeur. Je ne peux pas. Et la CCI, c'est là où, à l'époque, a fait, selon moi, a fait preuve d'un peu de manque de souplesse, a dit vos demandes sont réputées retirées. Bon, voilà. Et donc, il est allé devant le juge d'appui, une femme exceptionnelle qui s'appelle Nicole Cochet, qui est maintenant au ministère de la Justice, et qui a dit devant le juge d'appui, Madame le juge, je suis en impécuniosité, déni de justice, article 6, paragraphe 1, violation d'accès à la justice. Est-ce que vous pouvez ordonner le centre d'arbitrage et le tribunal arbitral de réactiver le travail et de me rendre une décision de justice? Elle l'a fait. Elle a dit OK, je vous ordonne, même si la demande n'est pas provisionnée, vous, tribunal arbitral, vous devez écouter les demandes et vous allez au bout. Vous avez encore des sous sur votre compte, vous y allez. Excès de pouvoir du juge d'appui, ça a été renversé en cour d'appel et ensuite en cour de cassation. Ce que je comprends tout à fait dans le raisonnement juridique. Ce que je comprends moins, c'est le renversement de la hiérarchie des sources. C'est-à-dire que la Cour d'appel de Paris, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a trouvé une autre solution là qui, d'ailleurs, est pour moi, je l'ai dit, une bonne solution, la CPP Le Mans. Mais de faire prévaloir la force obligatoire du contrat ou du règlement sur le droit d'accès à la justice pose un problème, selon moi, de hiérarchie des sources et de combinaison de ces sources. Donc, je comprends que le juge d'appui ait excédé son pouvoir, même si c'était discutable. C'est ce que je disais, moi, dans un commentaire, parce que vous avez l'article du CPC qui vous dit que le juge d'appui peut intervenir en cas de déni de justice. Mais ça a été pensé en héritage de l'affaire Nioc. Le déni de justice, c'est celui qui est créé d'un point de vue
d'un blocage lié à la constitution du tribunal arbitral, de désignation d'un arbitre et de règles de droit international privé. Ça n'a pas été pensé pour un déni de justice matériel lié à l'argent. Et donc, ils ont retenu une interprétation restrictive. Mais on aurait pu très bien retenir une interprétation un peu à la génie, si on fait un peu de théorie évolutive, en disant, bah, écoutez, il y a marqué dans la lettre déni de justice, le juge d'appui parisien est compétent en cas de déni de justice internationale. Bon, bah, c'est le déni de justice pensé globalement, donc ça vous donne compétence pour intervenir et sanctionner le tribunal arbitral, en tout cas ordonner la réactivation du travail, même si les provisions ne sont pas entièrement versées. Mais ça a été un excès de pouvoir, ça a été renversé. Donc là, la voix du juge d'appui est bloquée sur le déni de justice matériel. En revanche, c'est là où je n'ai pas été d'accord avec 2-3 auteurs sur la note. On n'a pas du tout parlé, mais Tagliapo, mais je fais une petite passerelle. Dans l'affaire Tagliapo, il y a cette création, cette innovation. Hein. Le fond, finalement, il y avait déjà des solutions en 1991 et postérieures. Je vais décrire l'hypothèse avant d'aller sur la solution, ça sera plus clair pour ceux qui ne sont pas au courant. Dans cette affaire, encore contrat de distribution. Et alors là, à la différence de cet épelement, le demandeur, c'est là où ce n'est pas de l'impécuniosité directement. Il est en état d'insolvabilité, il est sous procédure collective, mais paye tout de même sa part de provision. Donc, il paye ses 50%. Et c'est le défendeur, pour différentes raisons qui sont importantes en pratique. Le défendeur disait, oui, mais sa demande, la principale, elle est complètement excessive. Je ne vais pas payer, moi, mais c'est 50% par rapport à cette demande. Donc, il refuse de demander. La procédure arbitrale est bloquée. Puisque là encore, le règlement d'arbitrage est appliqué strictement, selon moi trop strictement, et donc les demandes sont réputées retirées. Donc, ce que va faire le demandeur, c'est aller devant le juge étatique et dire, bah, vous voyez bien, la procédure est bloquée, j'ai tenté l'arbitrage, la procédure est bloquée, je me retourne vers vous. Et alors, c'est là où la solution Tagliapo est intéressante, c'est que le défendeur, lorsqu'il va être attrait devant le juge étatique, va soulever l'exception d'incompétence. Ah ben non, vous ne pouvez pas, il y a une convention d'arbitrage. Donc, c'est le tribunal arbitral qui est compétent. Et là, on va sanctionner cette attitude. On va lui dire non, ça, tu peux pas. Ça, tu peux pas, parce que tu peux pas à la fois ne pas payer tes frais devant la cour d'arbitrage, devant le centre d'arbitrage, et lorsqu'on t'attaque devant le juge étatique, soulever l'exception d'incompétence. Ça n'allait pas de soi, hein, parce que la jurisprudence avait évolué et était plutôt favorable à renvoyer les parties à l'arbitrage. Mais dans ce cas-là, il y a une déloyauté procédurale. C'est-à-dire que c'est le défendeur qui, d'un côté, bloque et de l'autre, bloque. Donc, c'est un double blocage qui est sanctionné par les juges étatiques. Dans Tagliapo, l'innovation, c'est qu'on crée un nouveau principe qui est le principe de loyauté des parties attachées, enfin, qui régit la convention d'arbitrage. Donc, c'est le principe de loyauté des parties régissant la convention d'arbitrage. Pour moi, Tagliapo a une portée limitée à cette situation. La partie, en l'occurrence, insolvable, mais qui paye. Donc, c'est le demandeur qui paye sa part, mais qui n'a pas la capacité de payer la totalité. Le défendeur qui refuse et qui, au même moment, soulève l'exception d'incompétence devant le juge étatique. Tagliapo, c'est ça qui est sanctionné. Est-ce que ça veut dire, et c'est là où je fais un lien avec votre question sur le juge d'appui, est-ce que ça veut dire qu'on pourra faire jouer ce principe de loyauté lorsque, par exemple, vous avez le défendeur qui refuse de désigner un arbitre? Est-ce que vous avez, ou qui décide de ne pas signer l'acte de mission? À mon avis, là, non, parce qu'il y a d'autres solutions en arbitrage qui vous permettent de contourner ça. C'est-à-dire que s'il ne désigne pas l'arbitre, vous avez le juge d'appui. Et là, vous n'avez pas besoin de faire jouer Tagliapo. Vous allez devant le juge d'appui et vous dites, écoutez, alors vous pouvez dire qu'il est de mauvaise foi et faire jouer, mais le juge d'appui est compétent pour désigner l'arbitre à la place de la partie défaillante. Sur celui qui refuse de se présenter ou de refuser de l'acte de mission, là encore, le centre d'arbitrage peut très bien dire, vous y allez, pas besoin d'acte de mission ou le tribunal arbitral, on fait une ordonnance de procédure numéro 1 et on se passe de l'acte de mission. La procédure par défaut, s'il ne se présente pas besoin de faire jouer la loyauté. Faites votre procédure, vous respectez le contradictoire et vous allez au bout. Alors, c'est beaucoup plus compliqué en pratique, mais vous voyez, il y a des systèmes qui font que vous pouvez saisir le juge d'appui sur plein d'aspects, mais sur le défaut de paiement,
malheureusement, vous ne pourrez pas obtenir une ordonnance du juge d'appui en l'état du droit en cas d'impécuniosité. Je vous propose de clôturer ce mardi de manière de timing bien impérative. Je vous remercie encore une fois pour cette intervention et je vous invite à passer à la salle d'accueil. Il y aura un budget. Merci beaucoup. Merci pour votre présence.